Alors, je vais vous proposer ici, non pas une correction, mais des éléments de correction d'un sujet DNB de sciences physiques. Donc, vous avez sur intitulé la session et le centre de quel vient ce sujet. Donc, je vais rappeler des bouts de cours, expliquer des informations de l'énoncé. Je vais donner des éléments de calcul, des éléments de réponse. Tout ne va pas être rédigé comme vous devriez le faire sur une copie de DNB. Mais par contre, vous avez la réponse à toutes les questions et après, c'est à vous de faire une rédaction comme à l'examen, comme, votre enseignant vous apprend en classe, pour pouvoir apporter tous les éléments de réponse de la bonne façon, avec toutes les justifications mises dans le bon ordre, pour avoir tous les points, que pourrait vous donner un correcteur sur cette épreuve. Bon visionnage. Alors, pour cette première question, on va s'interroger sur le fonctionnement d'une lampe LED et on nous dit donc que ce fourgon là ici doit être aménagé et doit être du coup être muni d'une installation lumineuse. On nous dit de recopier la phrase suivante en choisissant chaque fois la bonne proposition. Donc c'est important vraiment que vous recopiez cette phrase sur votre copie un jour de DNB, puisque si vous écrivez sur le sujet comme je vais le faire ici, votre sujet n'ira pas au correcteur et donc vous n'aurez pas les points à vos éventuellement bonnes réponses que vous aurez pu marquer sur le sujet. Donc là, pour aller plus simplement, je vais surligner. Donc dans un circuit électrique, la lampe LED se comporte comme, donc on doit savoir qu'une lampe c'est un récepteur. Elle est alimentée en énergie, donc elle reçoit de l'électricité, donc elle reçoit de l'énergie électrique. Et c'est une lampe, donc elle émet une énergie lumineuse. Deuxième question, on nous dit donc préciser en justifiant la réponse si la lampe LED est un transfert, donc réalise un transfert ou une conversion. Donc un transfert d'énergie, c'est on a la même énergie, mais on la fait passer d'un objet A à un objet B. Donc ce qu'on connaît en troisième des transferts, c'est notamment les transferts d'énergie thermique, qui peuvent se faire par conduction, convection ou rayonnement. Donc ça, c'est un mode de transfert. Et on connaît aussi les conversions d'énergie. Donc c'est un convertisseur qui va faire ça, un objet qui va convertir une forme d'énergie en une autre forme d'énergie. Ici, c'est bien indiqué, on reçoit de l'énergie donc électrique. On reprend le symbole du convertisseur, donc c'est un ovale ici. Et donc on a notre LED, c'est un convertisseur, on l'a dit à la question d'avant, et elle va donc convertir l'énergie électrique en énergie donc lumineuse. Donc là, j'ai fait un schéma pour que vous retrouviez le schéma que vous pouvez retrouver dans votre cours. La phrase que vous pouvez marquer sur votre copie, donc je vous la dis, c'est la lampe LED reçoit de l'énergie électrique. Cette énergie électrique est convertie en énergie lumineuse, donc c'est un convertisseur. La lampe LED effectue une conversion d'énergie. Alors pour la question 2, on réalise donc l'installation électrique, on utilise des câbles constitués de brins de cuivre recouverts d'une fine couche de plastique appelée gaine. Donc là vous avez les brins de cuivre à l'intérieur et à l'extérieur la gaine plastique. Justifiez brièvement la présence d'une gaine plastique enrobant les brins de cuivre pour garantir la sécurité de l'utilisateur. Donc là, il fallait vraiment pas aller chercher des choses très compliquées. On est sur des éléments très simples. Donc là, on est à 2.1. Donc en élément de réponse, on va dire que pour les réaliser des montages électriques, il faut un conducteur. Et pour que le courant électrique ne passe qu'à l'intérieur du conducteur et pas dans toute la carcasse de la voiture, on va l'entourer d'un matériau plastique qui joue le rôle d'isolant. Ainsi, on va pouvoir obliger le courant électrique à passer à l'intérieur du fil et on va pouvoir réaliser des circuits électriques. Voilà, si la gaine plastique était arrachée par exemple et que ça touchait la carcasse métallique de la voiture, à ce moment-là, on pourra avoir l'électricité qui ne passerait plus dans le fil et ça peut provoquer un court-circuit. Alors, question de
2. Là, on change de domaine de compétence. Jusqu'à présent, on était dans l'électricité. Là, on voit apparaître une équation. Donc, en contact avec l'air, le cuivre noircit. Il participe à une transformation chimique qui peut être modélisée par la réaction d'équation. Alors, donc, on a 2Cu plus O2 donne 2CuO. 2,1. Indiquer si le dioxygène est un produit ou un réactif de cette réaction chimique, de cette transformation chimique justifiée. Donc là, je vais écrire une équation. Donc en fait, quand on l'a écrit, on peut la lire en même temps. Ces deux atomes de cuivre réagissent avec une molécule de dioxygène pour former deux molécules de CuO. Alors, on a ici, de ce côté-là, les réactifs, et de ce côté-là, on a les produits. Donc le dioxygène est un réactif, car il est du côté gauche de la flèche, il est avant la flèche. Expliquer la présence du chiffre 2 devant la formule chimique de l'oxyde de cuivre CuO. Donc on est là sur ce 2-là. Là. Ce 2, qu'est-ce qu'il dit? Ce 2, d'abord, avant d'expliquer pourquoi est-ce qu'il est, on peut dire à quoi il sert. Il nous permet de dire que on prend deux molécules de CuO, et donc là, on prend en forme deux molécules de CuO. Alors pourquoi est-ce qu'il faut un 2 ici et pourquoi est-ce qu'il y a d'autres chiffres ailleurs? Tous ces chiffres servent à équilibrer la transformation chimique pour qu'il y ait une conservation des éléments chimiques au cours d'une transformation chimique. Donc là, on peut justifier, dire ce 2, on peut même utiliser, lui dire le nom, ça s'appelle un coefficient stoichiométrique. Il sert à équilibrer une équation bilan de transformation afin que l'on ait une conservation des éléments chimiques, leur nombre et leur nature. Alors on continue, on modélise l'installation électrique du fourgon par le circuit schématisé ci-contre. Donc là, on a ici un schéma. 2.3, la batterie modélisée par une pile, reproduire le schéma de la pile. Donc là, en fait, on nous demandait juste la 2.3. C'est pareil, c'est comme pour l'exercice précédent. On commence par une question relativement simple, donc il nous fait juste le symbole de la pile, donc on faut bien attention, on va faire un grand trait fin et un petit trait plus épais, on peut ajouter le symbole plus du côté du plus à pile. 2.4, on souhaite ajouter dans le circuit un interrupteur capable d'allumer et d'éteindre toutes les lampes en même temps. Indiquer parmi A, B, C, D où pourrait être placé cet interrupteur pour répondre à ce cahier des charges. Alors, si on le met en B, donc si on le met ici en B, il ne coupera l'électricité que dans ce circuit-là, donc pour L2 et L3. Si on le met en C, il ne coupera que dans cette branche pour L1, donc ça sera soit en A, soit en D. Mais on vous apprend qu'en fait, la meilleure position pour un circuit, un interrupteur, c'est celle qui va permettre donc de couper l'électricité le plus tôt possible dans le circuit. Donc la priorité, ça sera la position A, c'est la meilleure. En D, ça marche aussi. Ça coupera les lampes, mais ça n'assure pas la notion de sécurité. Si par exemple vous avez une lampe grillée, en démontant la lampe L1, si vous avez mis l'interrupteur en D, il n'y a pas de courant qui passe. Par contre, la lampe L1 est encore connectée à la borne plus de la batterie. Donc c'est dangereux de démonter la lampe à ce moment-là. Alors que si vous avez mis en A,
il n'y a pas de courant qui passe quand l'interrupteur en A est ouvert, mais surtout, la lampe à 1 n'est plus connectée à la borne plus de la batterie quand vous changez la lampe grise. Donc ça serait A et D remplissent ces deux fonctionnalités, c'est-à-dire la fonctionnalité de couper, d'allumer, d'éteindre les lampes. Par contre, seule la A apporte une sécurité optimale. Donc 2.5. Lorsque toutes les lampes sont allumées, la pile a une tension électrique de 12 volts. À l'aide d'un ampèremètre, on réalise plusieurs mesures. Donc on a IP égale 0,15 ampères. On a I2 qui passe à travers, donc L2 et L3, donc la deuxième branche, qui est égale à 0,12 ampères. L'aménagement ne permet pas de mesurer l'inducteur directement, donc en I1, l'intensité en I1, donc on nous demande de déterminer l'intensité I1. Alors on peut appliquer, dire qu'on a un circuit en dérivation, donc on peut appliquer la loi des nœuds. À la loi des nœuds, on va dire IP égale I1 plus I2, donc I1 égale IP moins I2, 0,15 moins 0,12, 0,03 ampères. Et donc si on convertit cela, ça fait 30 milliampères. Donc on a bien répondu à 2.5.1 et la 2.5.2, on nous dit voilà, la lampe L1 figure parmi les questions suivantes. Donc 12 volts, 0,36 watts. Justifier que la lampe fonctionne dans les conditions normales. Donc il faut faire un petit calcul. P est égal à U fois I, avec I en ampères, U en volts, P en watts. Et donc, ici, on peut écrire que I est égal à P sur U, 0,36 divisé par 12, qui fait 0,03 ampères. Et donc, c'est l'intensité normale de fonctionnement. Et là, pour conclure, attention, il faut bien conclure sur deux éléments. Premier élément, l'intensité est respectée, de 30 mA pour un fonctionnement normal. Mais aussi, deuxième élément, dire qu'ici on est en circuit en dérivation. Donc, pour chaque branche dérivation, il y a la même tension qu'au bord de la pile. Donc, L1 est bien exposé à une tension de 12 volts, l'alimentation du générateur, et donc elle a aussi une tension nominale. Donc il faut bien vraiment répondre sur les deux éléments, et l'intensité avec le calcul qu'on vient de faire, et la tension, dire qu'on a un circuit en dérivation, et donc on a U au borne de L1 qui est égal à 12 volts U au borne du générateur. Donc voilà pour ces petits calculs. Alors là, on a un exercice où on a pas mal d'informations, donc au fur et à mesure qu'on va les annoncer, je vais surligner les informations importantes. Donc pour alimenter en énergie les appareils électriques, on utilise une batterie qui doit être à décharge lente. À l'aide de données de documents ci-dessous, déterminer la batterie la moins chère qui offrirait 2 jours d'autonomie dans les conditions normales d'utilisation. Une démarche et des calculs sont attendus. Donc déjà, comme on veut une batterie à décharge lente, ici on peut supprimer la batterie D, la batterie B. Ensuite, on veut 2 jours d'autonomie dans les conditions normales d'utilisation. Alors, conditions normales d'utilisation, donc on a ici des batteries qui ont une unité,
840 Wh, donc c'est l'énergie, qui est égale à la puissance consommée fois delta T. Et donc là, ici, pour être cohérent, on va être en heures, on va être en watts, et donc sur l'énergie, on est en wattheure. Donc on va regarder pour chacun des appareils quelle va être la consommation. Donc pour les lampes, on est sur 6 watts fois 2 heures par jour fois 2 heures. Donc ça nous fait 24 Wh. Pour la glacière, donc on est à E pour la glacière, c'est égal à 37 watts fois 8 heures par jour fois 2 jours, ça fait 592 Wh. Et pour le téléphone, on a E égale 5 watts fois 2 heures d'utilisation fois 2 jours, ça fait 20 watts heure. Donc il me faut une quantité d'énergie totale qui est égale à 24 plus 20 plus 592. Donc je tape en même temps sur ma calculatrice et j'ai un total de 636 Wh. Donc ça, c'est ma consommation totale d'électricité, d'énergie électrique sur ces 2 jours. Donc là, je vois que la batterie A me propose 588 Wh, ce qui n'est pas assez par rapport à 636. Donc je vais être obligé d'aller acheter la batterie C, qui m'offre l'autonomie nécessaire par rapport à ce dont j'avais besoin, la batterie A étant trop faible pour tenir 2 jours complets. Donc derrière, j'oublie pas de choisir et de dire l'énergie de la batterie A est inférieure à l'énergie totale dont j'ai besoin. Donc du coup, il ne me reste plus que la batterie C.